Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 28 août 2025 et notre ami Andrei Martianov est de retour parmi nous. Bienvenue à nouveau, Andrei. Avec plaisir. Permettez-moi de commencer par ce qu'a tweeté Keith Kellogg. Il a dit « La nuit dernière, la Russie a lancé la deuxième plus grande attaque aérienne de la guerre avec 600 drones et 31 missiles. Les cibles, pas des soldats ni des armes, mais des zones résidentielles. » Que s'est-il passé, Andrei? Allez-y. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que Kellogg ment, comme toujours, parce qu'il est leur. Eh bien, c'est un menteur, c'est un vaurien. Je veux dire, un général américain est maintenant un mème en Russie, surtout quand on regarde des gens comme lui. Ce type devrait simplement disparaître dans l'oubli, parce qu'il est absolument, encore une fois, il est inutile. Il soutient le régime nazi. Et sa fille, évidemment, et lui sont directement impliqués dans le fait de tirer profit de cela. Donc cela signifie, eh bien, qu'il n'a ni honneur ni intégrité. Donc tout ce qu'il dit est inutile, c'est des ordures. Je veux dire, c'est à peu près tout, pratiquement tout, ce qui sort de la Maison-Blanche ne vaut rien. Les Russes continuent simplement de tuer les restes des forces armées ukrainiennes et de détruire toute base militaro-industrielle qui reste encore à l'Ukraine. Donc, et vous pouvez le constater par vous-même, d'ailleurs je vais en parler demain, vous pouvez voir par vous-même comment par exemple les choses ont changé en ce qui concerne les installations industrielles, comme la très grande usine turque qui produit ces drones, les Bayraktar et ce genre-là. Elle a été complètement détruite aujourd'hui. Et oui, cela va continuer. Quant à ces mensonges de Kellogg, je veux dire c'est lui-même un criminel. Donc, chaque fois qu'il parle de zones résidentielles, il ment tout simplement. Ça doit être de famille, apparemment. Alors, que puis-je dire? On ne peut rien croire de la part de ces gens dont Trump s'est entouré. Et oui, ils ne font que de la communication. Mais oui, la Russie va continuer ce qu'elle fait. Il n'y a jamais eu de doute là-dessus. Donc Kellogg, il devrait juste prendre sa retraite, vous savez. Est-ce un signe pour les Européens, pour les Allemands dont il parle? La Russie n'envoie pas de signaux. La Russie agit, pour ainsi dire. Donc oui, je veux dire, s'ils veulent considérer cela comme un signe, la Russie n'a vraiment plus aucun respect pour l'Europe et ne veut plus traiter avec elle, en gros, sur aucune base sérieuse. Que puis-je dire? Ils peuvent y voir un signe s'ils le souhaitent. Vous savez, oui, la Russie a des capacités militaires. Et encore une fois, c'est toujours une opération militaire spéciale. Si c'était une guerre, je veux dire, vous ne voulez pas faire une guerre, Manix, par les Russes. Andrei, tu as mentionné que l'usine turque Bayraktar était en construction en Ukraine. Ils voulaient la construire pour produire des drones en Ukraine. Comment vois-tu l'implication de l'Azerbaïdjan et de la Turquie en Ukraine? Pourquoi ont-ils besoin d'être en Ukraine? Quel est leur jeu? Subissent-ils, d'une certaine manière, des pressions de l'Occident, des États-Unis? Comment pouvons-nous comprendre leur comportement? Eh bien, l'Azerbaïdjan est directement impliqué dans la vente de pétrole à l'Ukraine, à la fois à l'Ukraine, où il est raffiné. L'Ukraine possède par exemple une raffinerie ou quelque chose du genre, vous voyez? Et évidemment, l'Azerbaïdjan entretient des liens avec Israël, des liens très importants. Si l'on considère que les champs pétrolifères en Azerbaïdjan s'épuisent, la production azerbaïdjanaise a chuté de façon assez spectaculaire, surtout ces dernières années. C'est la seule ressource qu'ils possèdent encore. L'autre atout qu'ils avaient, c'était bien sûr leur diaspora en Russie, qui a été complètement démantelée, en particulier leur groupe du crime organisé, qui contrôlait autrefois de nombreux marchés de gros agricoles et ce genre de choses.
L'Azerbaïdjan n'est pas un grand pays en termes de population. Il est plus petit que, vous savez, quelques arrondissements de Moscou, donc il compte environ un peu plus de 10 millions d'habitants. Il y a environ 3,5 millions. Cela dépend. Il n'y a pas vraiment de statistiques précises à ce sujet récemment. D'Azéris vivant en Russie. Beaucoup d'entre eux sont citoyens russes. Ce sont des gens bien, travailleurs, vous savez. Mais oui, c'est à peu près tout. C'est la seule chose qu'ils ont. Et évidemment, le clan Aliyev, l'argent, le capital, a été stocké, pensait-il, à Londres. Mais, vous savez, quand vous mettez votre argent à Londres et pensez qu'il vous appartient, j'ai une nouvelle pour vous. Ce n'est pas le cas. Et donc, évidemment, Londres dit, oui, nous pouvons prendre de l'argent de votre part, et vous faites ce que nous disons. Et oui, c'est essentiellement ce qu'il faisait. Il a décidé de rompre les relations avec le seul pays qui peut réellement garantir la survie de l'Azerbaïdjan en tant que pays indépendant, de façon réaliste. Et puis bien sûr au sud, il y a l'Iran. Et n'oubliez pas ce qui s'est passé avec l'hélicoptère du président. Et maintenant, les Russes leur ont déjà dit, « Les gars, nous avons des drones qui volent depuis votre territoire. » De toute évidence, le message n'a pas été compris. Donc maintenant, il est en train d'être compris. Et bien sûr, ils sont actuellement dans une impasse économique. Cela ne veut pas dire que c'est exclusivement le raffinage et l'extraction de pétrole, mais on s'en rapproche beaucoup. C'est pour ainsi dire l'article principal, le facteur principal de leur budget. Que puis-je dire? Les choses vont empirer pour eux. Encore une fois, l'Iran a aussi sa propre vision des relations entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Mais là encore, quand on regarde la Transcaucasie, c'est mon Dieu vraiment un bourbier, laissez-moi vous dire. La culture là-bas, c'est le piège, vous voyez? Donc c'est le seul, certain. Et si Aliyev et l'Azerbaïdjan continuent ce qu'ils essaient de faire, ça va très mal finir pour eux. C'est déjà mauvais pour eux. Ça va devenir très très mauvais. Et ils sont en train de rompre tous les liens historiques avec la Russie. Maintenant, ils disent que, oh oui, sous l'URSS, nous étions occupés. D'accord, bien sûr. Oui, ce sont en fait les Russes qui ont construit, avec Alfred Nobel, rien de moins, vous savez, qui ont bâti toute leur industrie d'extraction et de traitement du pétrole en Azerbaïdjan et qui ont fondé la première école européenne pour leurs ingénieurs pétroliers à Bakou, en référence. Et, vous savez, donc c'est comme, d'accord, bien sûr. C'est ce que font les rôles libéraux, vous savez. Et puis encore, je veux dire, l'Azerbaïdjan a son propre destin historique. Mais s'ils veulent jouer les superpuissances dans leur région, ça ne finira pas bien pour eux. C'est aussi simple que ça. Andriy, il ne s'agit pas seulement de l'Azerbaïdjan. Je dirais aussi l'Arménie. Je ne sais pas si tu as entendu dire que les Britanniques forment un partenariat stratégique avec l'Arménie. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment peux-tu imaginer les Britanniques, le Royaume-Uni et l'Arménie? Cela n'a rien à voir avec le Royaume-Uni. N'oubliez pas, tout d'abord, que l'Arménie a toujours été un cas très particulier, même à l'époque soviétique. Ce n'est pas un pays ami de la Russie. C'est aussi simple que cela. De plus, l'idée centrale, l'idée nationale de l'Arménie proprement dite, c'est la diaspora. Ils sont très fiers de leur diaspora en France, aux États-Unis, vous savez. Et oui, Kim Kardashian, je suis désolé, elle est arménienne. Je ne sais pas s'ils doivent être fiers d'elle, mais manifestement ils le sont, vous voyez. Mais ils ont une diaspora très puissante, notamment en France par exemple. Le plus grand chanteur français, Charles Aznavour, il était arménien, vous savez. Yuri Djorkaeff, de l'équipe nationale de football française, arménien. Il y a beaucoup d'Arméniens en France. Et donc ils pensent que leur pays, qui n'a pratiquement aucune ressource, rien, vous savez, ils sont pauvres. Ils pensent qu'ils sont un peuple exceptionnel. De toute évidence, la contribution des Arméniens, en tant qu'ethnie,
à la culture russe et surtout à l'époque soviétique a été immense. Regardez Aram Ilyich Khachaturian, l'un des génies de la musique classique. Regardez Mikhail Gurevitch, MiG, les chasseurs MiG. De grandes personnalités sont issues de là. Ivan Kristoforovitch Bagramian, maréchal de l'Union soviétique, l'un des plus grands chefs militaires du siècle. Ils ont donc énormément contribué. Le problème, c'est qu'il s'agit d'Arméniens de Russie. Il y a beaucoup d'Arméniens russes. Certes, il y a aussi des questions liées à la diaspora. Mais pour une raison quelconque, les Arméniens de souche aiment se considérer comme appartenant, vous savez, au monde occidental. Donc, vous savez, à la diaspora française, à la diaspora américaine, surtout en Californie. Oh mon Dieu, il y a beaucoup d'Arméniens en Californie. Et donc ils pensent que, d'une manière ou d'une autre, cette diaspora va les aider. Ils ne comprennent pas qu'ils ne sont rien. C'est un petit pays, sans ressources, rien. La seule chose stratégique chez eux, c'est leur emplacement. Voilà, c'est à peu près tout. Et même cela est maintenant en train d'être, vous savez. Donc l'Iran entretient, évidemment, de très bonnes relations avec l'Arménie. Mais il ne permettra pas non plus que le corridor de Zangezur disparaisse. Même si, à en juger par la dynamique actuelle, l'Arménie elle-même pourrait disparaître. Vous savez, Pachinian et ces gens-là, ils voulaient Pachinian. Ils ont voté pour lui. Ce n'est pas comme si quelqu'un, la plus grande ambassade américaine au monde, de loin, n'est pas à Moscou ni à Pékin. C'est à Erevan. Ils aiment donc être considérés, vous savez, comme les fils favoris de l'Amérique et de la France, et tout cela. Et en tant que tels, ils disparaîtront, évidemment. Mais ils ne le comprennent pas. Ils ne veulent pas se rappeler que c'est l'armée russe qui les a sauvés d'une annihilation totale. Le premier véritable holocauste, non pas juif, mais arménien, perpétré par les Turcs. Et les Russes les ont sauvés, tout comme ils ont sauvé de nombreux juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais qui s'en souvient aujourd'hui, n'est-ce pas? Tout tourne autour de qui nous voulons fréquenter. Alors qu'ils soient avec qui ils veulent, et ils disparaîtront. Ils ont une démographie extrêmement défavorable. Donc probablement, à terme, la plupart des Arméniens survivront en Russie. La Russie compte une population arménienne importante. Je veux dire, c'est des millions, pas des dizaines de millions, mais tout de même des millions. Il y a probablement plus d'Arméniens qui vivent en Russie qu'en Arménie même. Alors, dans ce cas, que puis-je dire? Qu'ils se débrouillent entre eux. Les Russes s'en fichent. Ils ont une base militaire à Gyumri, ce que, de toute évidence, les Arméniens n'aiment pas. Donc, que puis-je dire? Ils ont voté pour ça. C'est comme les gens qui, dans les commentaires de toutes mes vidéos, disent « Oh, nous ne voulions pas ça. Je n'ai pas voté pour Macron. » D'accord, d'accord, vous ne l'avez pas fait. Je comprends. Vous êtes un homme bien ou une femme bien, et c'est très bien. Mais la majorité de votre population l'a fait. Et je suis désolé, c'est comme ça que nous vivons, vous savez. Vous savez, j'ai voté pour Trump. Je ne m'en cache pas, vous voyez. Devinez quoi? Je vais devoir vivre avec les conséquences. D'accord? Mais les gens ne comprennent pas. Ils ne veulent jamais assumer la responsabilité du destin de la nation. Ou alors, c'est comme « Oh oui, c'est moi. » D'accord, très bien. Mais ils ont voté pour ça. Ils ont voté pour ce qui aboutira essentiellement à l'élimination physique de l'Arménie en tant que telle. Vous savez ce qui est étonnant à propos de l'Iran et de la Russie, Andrei, comme vous l'avez mentionné, il y a des Arméniens en Iran. Ils ne sont pas reconnus comme des Arméniens d'Arménie, ce sont des Arméniens persans. Oui, donc je connais des Arméniens de Syrie. Je connais des Arméniens de Syrie. Ce sont des gens formidables. Et la diaspora arménienne à Moscou, qui est importante, il y a beaucoup d'Arméniens. Eh bien, l'une d'elles est Margarita Simonian. Elle est stupide. Mais d'une manière ou d'une autre, elle a été placée, on sait comment, à la tête de RT, par exemple. Mais ils ont de nombreuses personnalités médiatiques en vue. Des figures arméniennes des médias. Par exemple,
Le directeur de Mosfilm est arménien. Shah Nazarov, tu sais. Donc il y a beaucoup de personnes d'origine arménienne, très en vue en Russie. Mais je peux te dire une chose. Je parlais à des Arméniens d'Alep, il y a quelques années. J'ai dit, pourquoi n'allez-vous pas en Russie alors, quand vous comprenez ce qui se passe, en gros? Et ils ont dit, la plupart des Arméniens ne veulent pas de nous là-bas. Quoi, j'ai dit, non, ils ne veulent pas. Et c'était des gens formidables, éduqués, vraiment, vous savez, tout simplement des personnes magnifiques. Donc, et j'en ai parlé, je me disais, vraiment, bon sang, on apprend tous les jours. Et n'oubliez pas, j'ai des Arméniens par alliance dans ma famille. Vous savez, même mon nom, Martianov. Beaucoup de gens pensaient que j'étais arménien pour une raison ou une autre, parce que si on enlève le ov, ils disaient « Ah, Martian ». Donc, « Oh, tu es arménien ». Non, je suis russe. Je l'ai toujours été. Et Martianov est un nom russe. Mais oui, oui. Et surtout quand on regarde ça, les Arméniens de Bakou sont aussi différents. Donc en réalité, comment dire, c'est difficile à exprimer. Mais vraiment, la notoriété que l'ethnie arménienne a reçue et à laquelle elle a contribué en tant que culture, c'était évidemment en Union soviétique. Une contribution immense à la culture, à la technologie, à la science, russe et soviétique, et à ce genre de choses. Pour le reste, oui, Charles Aznavour, formidable. Nous aimons tous Charles Aznavour. Personne ne le conteste. Mais a-t-il jamais été au même niveau que, vous savez, Mikoyan ou Khachaturian? Je veux dire les chefs-d'œuvre musicaux et les ballets de Khachaturian. Et vous voyez, donc, quand on regarde ça, on se dit, d'accord, oui, probablement beaucoup d'entre eux migreront en Russie. Les autres seront d'une manière ou d'une autre absorbés. Ou ce qu'il restera de l'Arménie proprement dite, finalement, vous savez, parce que l'Azerbaïdjan a clairement des plans expansionnistes. Et Pachinian, il est là, il agit selon des instructions venues de lieux étranges. Peut-être Londres, peut-être Paris, qui sait. Alors, que puis-je dire? De toute façon, c'est pas mon affaire, oui. André, penses-tu qu'en ce moment, en Russie, dans l'esprit de l'administration au pouvoir, quelle part de ce qui se passe en Ukraine va se produire si l'on suppose qu'au final, ils parviennent à obtenir quelque chose pour mettre fin au conflit selon les conditions souhaitées par la Russie? Comment cela va-t-il se passer? Est-ce que tout dépend de ce qui se passe sur le champ de bataille ou considèrent-ils qu'ils peuvent aussi agir sur le plan politique? Ils ne peuvent rien faire politiquement en Occident. Tout se joue sur le champ de bataille. Et encore une fois, les Russes sont très clairs quant à leurs exigences. Maintenant, Trump, évidemment fidèle à lui-même, cet homme qui ne sait pas ce qu'il veut, ni comment il le veut, sort de nulle part, pardonnez-moi l'expression, cette idée que, oh non, peu importe si Poutine doit rencontrer Zelensky, vous savez, qu'importe s'il n'est pas légitime. Vraiment? Quelqu'un doit expliquer à Trump comment fonctionnent les relations internationales. Il est absolument, je veux dire, ignorant. Il est ignorant sur à peu près toutes les questions liées à la géopolitique et aux relations internationales. Mais les Russes continueront à faire pression jusqu'à ce que l'Ukraine change politiquement. Au final, le régime politique de Zelensky sera anéanti. Peu importe qui veut quoi et comment. La seule chose que l'administration sait produire, c'est beaucoup de vent. Il existe cependant, pour ainsi dire, une voie parallèle où Russes et Américains discutent de questions liées à l'économie et à ce genre de choses, ce qui continuera probablement. Mais politiquement, cela n'a aucune importance. Vous savez quoi? C'est toujours la même chose, jusqu'à la vérité d'Al Capone. Avec une parole gentille et une arme, on va beaucoup plus loin qu'avec une parole gentille seule. Si ces gens du Pentagone et de la CIA ne comprennent pas cela, ils doivent retourner au collège et recommencer leur éducation, et je n'exagère pas d'ailleurs, et se mettre dans la tête qu'il existe une chose qui s'appelle la corrélation des forces et des moyens, COIFM, et ils ne l'ont pas.
Leur corrélation est telle, je veux dire en faveur de la Russie, que peu importe ce qu'ils font, peu importe comment ils le font, sauf bien sûr s'ils veulent aller jusqu'à l'escalade nucléaire, mais là encore, ils mourront. La Troisième Guerre mondiale éclate. Des milliards de personnes meurent. Même eux ne veulent pas cela. Donc sinon, il ne reste qu'à se résigner. Résignez-vous à cette réalité. Vous ne pouvez rien faire. L'armée américaine ne peut rien faire. Le Pentagone ne peut rien faire. Les Européens ne sont plus rien, ni militairement, ni industriellement. Ce sont des chihuahuas. Et c'est ainsi que cela sera. Et c'est ainsi que cela se passe en ce moment. La seule chose qu'ils ont toujours pu faire, et cela vient strictement de Machiavel, du Prince, vous savez, le célèbre et génial ouvrage de Machiavel, c'est de donner l'impression, de créer la perception de quelque chose. Réalité, ils sont incompétents, ils sont lâches. Beaucoup d'entre eux, surtout les Européens, des lâches, vous savez, leurs élites politiques. Et Trump est aussi lâche en réalité. Ils peuvent continuer à produire toutes ces déclarations gratuites, mais plus ils en produisent, moins elles auront d'effet sur le public. Et ils ne peuvent pas changer cela. Donc ils peuvent essayer. Ils ont essayé de nombreuses fois. Mais nous savons maintenant que, vous savez, 1,8 million de morts du côté ukrainien, 2 fois plus complètement atteints de stress post-traumatique, effondrement mental complet d'une nation. Et l'Ukraine cessera probablement d'exister telle que nous la connaissions. Ce n'est déjà plus ce que c'était. Donc si c'est là leur réussite, eh bien je peux les féliciter. Ce n'est qu'aux États-Unis et en Occident réunis qu'ils disent que la défaite militaire est une victoire. C'est la seule chose qu'ils savent faire. Andriy, lorsque tu observes la façon dont Donald Trump parle d'envoyer des armes à l'Ukraine, j'aimerais savoir quelle serait la réaction, quels seraient les commentaires, quelles seraient les analyses de ceux qui regardent ce genre de vidéos, ce type de rhétorique de la part du président américain. Voici ce qu'il a dit, Andrei. Ils n'ont pas payé les 2 et ils ont payé les 5. Et comme vous le savez, nous vendons une quantité énorme d'équipements à l'OTAN. Nous ne dépensons pas d'argent, nous en gagnons. Mais je ne veux pas parler de gagner de l'argent. Je veux parler du fait que nous ne sommes plus impliqués dans le financement de l'Ukraine, mais que nous essayons d'arrêter la guerre ou les tueries en Ukraine. Donc nous vendons des missiles et du matériel militaire, des millions et finalement des milliards de dollars aux membres de l'OTAN avec qui j'ai de très bonnes relations et une grande amitié. Mais c'était un voyage incroyable. Donc ils financent toute la guerre, nous ne finançons rien. Je pense que c'est un point important à souligner, car beaucoup de gens ne comprennent pas cela. Andriy, tu connais ces gens. Tu es en contact avec beaucoup de personnes en Russie, des personnes raisonnables qui comprennent ce qui se passe. Que ressentent-ils lorsqu'ils voient Donald Trump parler de cette manière? Personne ne le prend au sérieux. Il faut comprendre cela. Il y a beaucoup de mèmes. Il y a des gens qui rient aux éclats. Mais la vérité, c'est qu'il a soulevé un point dans cet article qui est tout à fait juste, que je répète depuis 10 ans. L'Europe est le déjeuner. L'Europe est le déjeuner de l'Amérique. Et il a raison. Je donne toujours l'exemple de ce que les États-Unis font à l'Europe, à savoir que l'Europe sera encore plus désindustrialisée et ne sera essentiellement plus qu'un réceptacle pour les armes américaines, quand l'Amérique pourra les produire, ce qui est une toute autre histoire. Mais le fait est que, prenons par exemple Álvaro de Bazán, le célèbre chantier naval espagnol. Les Espagnols, eh bien, dans une certaine mesure, évidemment, et à juste titre, en sont très fiers. Regardez les frégates Álvaro de Bazán. D'accord, voyons cela. Eh bien, devinez quoi? Álvaro de Bazán, la coque elle-même est fabriquée en Espagne. Il existe certains systèmes européens. Mais ensuite, on commence à regarder ce qu'est l'Álvaro de Bazán.
D'accord. Il est équipé du système de combat Aegis avec le radar SPY-1D, Raytheon. D'accord? Il possède le système de lancement vertical MK-41, États-Unis. Il a des turbines de General Electric, États-Unis. Pratiquement toute l'électronique, y compris son sonar, provient des États-Unis. Alors, qu'est-ce qu'il y a de vraiment espagnol là-dedans? Rien, à l'exception principalement de la coque. Tout ce qu'ils ont là-bas est essentiellement produit par les États-Unis. Et mis à part le fait que les États-Unis eux-mêmes ne peuvent pas rivaliser avec la Russie, ce n'est même pas comparable. Dans la production de la quantité appropriée, disons, de munitions de haute précision et d'armes intelligentes, les États-Unis ne jouent même pas dans la même catégorie que la Russie. La Russie surpasse l'ensemble de l'OTAN d'un ordre de grandeur dans la production de ses armes. Et ce sont les meilleures armes du monde. Donc, quand on regarde cela, Trump a raison dans ce cas. Oui, l'Europe doit être désindustrialisée. Elle doit être maintenue à un tel niveau qu'elle ne se révolte pas. Et bien sûr, ces chihuahuas dans les cercles politiques et les élites politiques, pour ainsi dire, en Europe, réprimeront toute forme de révolte publique. Même si les Européens ne sont pas prêts à se révolter, pour commencer. Ils accepteront cela sans broncher, et c'est ce que l'Europe a toujours été. Alors, qu'avez-vous? Vous avez soudainement la possibilité de vendre vos armes américaines à l'Europe de plus en plus. Et c'était le plan depuis le début, ce que tout le monde savait depuis, je ne sais pas, les années 2000. Essentiellement, l'Europe va devenir la rampe de lancement des États-Unis. Et bien sûr, les États-Unis vont fournir de l'énergie à l'Europe, y compris d'ailleurs du gaz russe et toutes sortes d'autres choses, en revendant aux Européens. Et évidemment, aussi aux Américains, du gaz naturel liquéfié, par exemple, à 3 fois le prix auquel ils l'achetaient à la Russie. Et oui, l'Europe, c'est fini. C'est terminé. Donc ils seront autorisés à exister. Eh bien, pas au niveau de la République de Weimar, même si cela n'est pas exclu à l'avenir. Cela pourrait aussi arriver. Mais à terme, l'Europe sera pressurée pour chaque dollar ou euro qu'elle possède, jusqu'à ce qu'elle soit complètement ruinée. Et alors, les États-Unis devront soit se désintégrer, soit changer de cap. Nous verrons comment Trump, et celui qui lui succédera, gérera la situation de la catastrophe économique qui se profile ici, aux États-Unis. C'est aussi simple que cela. Vous savez, cela a été prédit par tellement de gens que ce n'est même plus drôle d'en parler. Donc oui, l'Europe est le dindon de la farce. Ils doivent s'y résigner. Ils l'ont cherché, ils l'ont voulu. La seule chose qu'ils ne comprennent pas, c'est que, même s'il, par exemple, l'histoire du F-35, bien sûr le F-35 c'est de la camelote volante. C'est une horreur pour la guerre. C'est horrible. Et les États-Unis produisaient autrefois de très bons avions de combat, vous savez. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Le F-35, c'est bien celui qui est furtif, non? Oui, ils appellent ça la furtivité, oui. Donc c'est... N'allons pas là-dessus. C'est pour les fanboys et les gens qui n'ont jamais étudié la physique ou quoi que ce soit. Mais oui, la furtivité, oui, la furtivité. Et donc, le problème ici, c'est que certains, comme l'Espagne, disent « Non, nous n'achèterons pas le F-35. Nous allons passer à la prochaine version de l'Eurofighter. » L'Eurofighter est un bon avion, ne vous y trompez pas. Pour les années 2000, c'était un très bon avion. Il ne l'est plus autant aujourd'hui, comme on l'a vu aussi avec les performances des Rafales, par exemple les Rafales français, lors de cette récente escarmouche, disons-le ainsi, entre l'Inde et le Pakistan. Ce sont donc tous des systèmes d'armes qui approchent de l'obsolescence, surtout si on les replace dans le contexte des capacités militaires, industrielles et scientifiques européennes, qui sont extrêmement limitées. Et il faut mener la guerre moderne, comme l'a montré l'opération militaire spéciale. Il faut disposer de toute l'infrastructure, de tout l'environnement qui permet de maintenir une domination informationnelle et de reconnaissance sur le champ de bataille.
L'Europe n'a pas la capacité de faire cela. C'est aussi simple que ça. Et maintenant, quand ils payent 3 fois le prix, ce qui va probablement encore augmenter, pouvez-vous imaginer la production de la prochaine génération de chars Léopard par les Allemands? Ils vaudront leur pesant d'or. Voilà, c'est aussi simple que ça. Les coûts, on ne peut pas tromper la vraie économie. On peut tricher à Wall Street. Cela signifie des systèmes de Ponzi. On peut escroquer les gens. C'est ce qu'ils font là-bas. Vous savez, c'est en général autour de cela que les économies américaines et européennes se sont construites. Escroquer les gens sur le plan financier, jusqu'à ce que l'on comprenne ce qui se passe. Mais le fait est que vous devez avoir des capacités militaires, industrielles et scientifiques pour développer tout ce dont vous avez besoin. Par exemple, pour combattre les Russes ou vous défendre contre eux. La plupart des gens là-bas ne savent probablement même pas. Qui sait? D'ailleurs, ils sont tellement stupides. Peut-être qu'ils croient vraiment que les Russes, qui n'ont jamais vu ce qu'est une toilette ou un micro-ondes. Les Russes sont des gens arriérés. Vous savez, qu'ils vont dans des cabanes au fond du jardin et s'essuient avec n'importe quoi, des pierres ou autres. Et l'électricité, c'est, vous savez, 4 heures par jour. Donc ils pensent vraiment que les Russes sont assis, regardant l'Europe et admirant leur niveau de vie. Donc pour l'imbécile moyen des médias européens et américains, leur dire qu'en réalité, les Russes vivent mieux que les Européens. Pour qu'ils comprennent cela, ils n'en sont pas capables. Ils ne peuvent pas le concevoir, ce qui est le résultat d'une dégénérescence intellectuelle complète qui a frappé l'Occident, y compris les États-Unis, ces 35 dernières années. C'est aussi simple que ça. Et aujourd'hui, on a cette bande de clones qui dirige les choses. Mais l'Amérique est un clone encore plus grand dans ce cas, d'accord? Et avec la batte de baseball. Donc elle s'est déjà assurée que cette bande de clones à côté d'elle reste à la traîne et fasse ce que les États-Unis leur disent de faire. Et c'est ce qui se passe. Écoutez, qu'ils crèvent, que voulez-vous que je dise? Je ne sais pas comment les États-Unis peuvent se sauver du complexe militaro-industriel, car après tout, même si quelqu'un essaye de changer la politique étrangère, il ne pourra pas y arriver. Et Donald Trump, avant d'être élu, parlait de ces sujets. Aujourd'hui, on ne voit plus cela. Il est totalement à l'opposé, à 180 degrés de ce que nous avons vu avant l'élection. Et voici ce qu'a dit Lutnick. Je pense qu'il est essentiel de comprendre ce qui se passe aux États-Unis en matière de politique étrangère et qui se cache derrière tout cela. Je pense que c'est juste pour l'Amérique. Pourquoi le gouvernement américain ne dirait-il pas « Vous savez quoi? Nous utilisons les services de Palantir. Nous aimerions avoir une part de Palantir. Nous utilisons les services de Boeing. Nous aimerions avoir une part de Boeing. » Il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent avec le gouvernement américain et en tirent profit. J'imagine que la question est « Où se situe la limite? » Oh, il y a un débat énorme sur la défense. Je veux dire, Lockheed Martin tire 87% de ses revenus du gouvernement américain. Ils sont pratiquement un bras du gouvernement des États-Unis. Ils fabriquent des munitions sophistiquées, des choses incroyables, capables d'abattre un missile en vol lorsqu'il se dirige vers vous. Mais quelle est l'économie de tout cela? Je vais laisser cette question à mon secrétaire à la Défense et au département de la Défense. Ces gars-là s'en occupent et ils y réfléchissent. Oh mon Dieu. Ce type est impressionné par le fait que les systèmes de défense aérienne peuvent abattre un missile en plein vol. Eh bien, cela vous dit en réalité tout ce que vous devez savoir. C'est du pur Machiavel, version cerveau malade. Classique. À un certain point, l'incompétence et la corruption atteignent un tel niveau qu'elles se propagent vers le bas. Ce n'est pas un simple ruissellement, c'est carrément un flot. Ça déborde, c'est partout. Oui, on perd des gens qui... Ce n'est pas seulement le complexe militaro-industriel.
Évidemment, la seule chose vraiment pertinente qu'il a dite, c'est que Lockheed, en gros, oui, toutes ces entreprises du complexe militaro-industriel dépendent des contrats gouvernementaux. C'est pareil en Russie. Le problème, c'est que les contrats en eux-mêmes ne vous donnent pas réellement le contrôle des entreprises. Contrairement, par exemple, à la Russie. Et encore une fois, les États-Unis ne sont pas faits pour la guerre. Cette nation, les États-Unis, ne sait pas ce qu'est la guerre. Point final. Prenez n'importe quel soldat ou officier américain. Entrez dans n'importe quelle académie militaire aux États-Unis et posez la question, combien de vos proches sont morts en défendant Boston contre ces fichus colonnes blindées de Manstein? Combien de fois les États-Unis ont-ils été bombardés? Où avez-vous vu cela? Combien de proches avez-vous perdus à cause de viols, de meurtres, d'assassinats, ou ont été réduits en esclavage? Combien de vos biens ont été incendiés à la suite de frappes? Aucun d'entre eux n'en a la moindre idée. Aucun. Il n'y a pas un seul militaire américain qui comprenne cela et puisse le saisir. Maintenant, descendez plus bas, allez plus loin. Vous avez l'ensemble de la population qui a été élevée, pour citer le général Latif, tout ce que la classe politique aux États-Unis, y compris les PDG de tous ces Lockheed et Boeing et compagnie, sait de la guerre. Ils l'ont appris par le divertissement. Ils ne connaissent la guerre que par Hollywood. Nous assistons à l'imbécilisation complète de la société. Ajoutez à cela la corruption du complexe militaro-industriel, car les États-Unis produisent des armes de mauvaise qualité qui ne fonctionnent pas. Tout est une question de profit. Elles ne sont pas conçues pour mener une vraie guerre. Point final. Aucune d'entre elles, à l'exception de certains systèmes d'armes de la marine américaine. Mais même ceux-là sont désormais obsolètes. Et qu'avez-vous alors? Vous avez aussi l'AIPAC, qui a corrompu à peu près tous ses leviers de contrôle. Je veux dire, Israël contrôle le gouvernement américain. Point final. Israël contrôle Trump. Israël contrôle son administration. Le Congrès américain est complètement contrôlé, à l'exception de personnes comme Marjorie Taylor Greene ou Massey et d'autres du même genre. Il est totalement dans la poche d'Israël. Alors qu'attendez-vous? Les États-Unis ont perdu leur souveraineté. La raison pour laquelle ils ont perdu leur souveraineté, c'est qu'ils n'ont jamais été confrontés à une véritable guerre. N'importe quel professeur d'histoire militaire dans n'importe quel, vous savez quoi, collège d'état-major au Liban, ils n'ont aucune idée de ce dont ils parlent. Aucun de ces généraux n'a jamais vécu quelque chose de semblable. Ils n'ont tout simplement aucun point de référence. Voilà le résultat. C'est l'une de ces situations où les obstacles à l'incompétence et à la corruption ont été complètement levés historiquement aux États-Unis. Et par conséquent, cela crée un environnement qui permet de faire quoi? Des choses corrompues, lucratives, dégénérées. Et oui, il n'est pas nécessaire de produire quoi que ce soit qui fonctionne. Pourquoi? Nous l'avons vu. As-tu vu la défense aérienne américaine, soi-disant israélienne, mais qui reste américaine? L'Iran a littéralement, je veux dire, écrasé Israël, tu sais. Et c'est l'Iran. Leurs missiles étaient très impressionnants pour un pays constamment sous sanctions. Je veux dire, ils ne sont pas du tout au niveau, par exemple, de ce que la Russie peut faire, te lancer dessus, tu vois? Et c'est ça le problème. Ils ne comprennent toujours pas. Ils ont été convaincus, en raison de leur faible niveau culturel et éducatif, qu'ils sont tellement supérieurs qu'ils se présentent devant des gens qui les considèrent comme des enfants. Je l'ai déjà dit, prenez Petraeus. Il serait ridiculisé lors du briefing matinal d'une brigade interarmes en Russie, en tant qu'incapable notoire d'ailleurs. Et il en va de même pour n'importe quel général américain. Nous avons vu comment Donahue, Aguto et tous ces gens ont planifié la contre-offensive en 2003. Cela a été fait par des amateurs. Ces gens-là n'ont aucune idée de ce qu'ils font. Ils sont diplômés de toutes ces écoles de guerre et tout le reste, mais ils n'ont aucune notion de l'art de la guerre.
Ils ne comprennent littéralement pas comment on élabore une stratégie. Et quand on commence à regarder cet abîme béant d'incompétence et de corruption, à quoi peut-on s'attendre? Et voilà le résultat. Et c'est ce que nous devons faire avec Trump. Tout tourne autour de la façon dont le public est manipulé. Parce que la seule chose qu'ils savent faire, c'est se faire élire et rester élus. Pour cela, ils mentiront, tricheront, voleront, vendront leur famille. Ils feront n'importe quoi. Et puis bien sûr, maintenant nous avons essentiellement la question du centre pédophile qui plane au-dessus de nos têtes. Et quand on y regarde de près, pratiquement, les États-Unis ont non seulement perdu leur souveraineté, mais ils deviennent en réalité un pays totalement ingouvernable. La seule raison pour laquelle tout tient encore en termes d'État et de gouvernance, c'est la plupart du temps au niveau local, parfois au niveau des États, parfois des comtés, parfois même simplement des villes et des villages. Mais si vous regardez ce qui se passe, regardez la Californie. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais ce n'est même plus les États-Unis. Je veux dire, les gens qui y vivent, beaucoup d'entre eux, ce ne sont tout simplement pas des gens normaux. Nous assistons à un effondrement mental complet aux États-Unis. L'Europe est déjà mentalement complètement... Je veux dire, ils sont en fait l'exemple numéro 1 qu'il faudrait placer dans un asile. Je veux dire, leur population en général, ce ne sont pas des gens normaux. Ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne font que percevoir les choses. Ils ne voient pas les faits. Ils ne comprennent pas le monde extérieur. Et en conséquence, ils sont complètement crédules. Exciter un Européen dans une frénésie militaire et de haine, un jeu d'enfant. Andriy, tu compares le complexe militaro-industriel en Russie et aux États-Unis. Je pense qu'il existe une différence entre eux. Les différences sont, à mon avis, bien plus marquées entre les deux parce qu'ils n'ont pas... Le complexe militaro-industriel en Russie n'a rien à voir avec la politique étrangère de la Russie. L'État, le gouvernement, l'administration décident de la politique étrangère et de la politique intérieure. Mais aux États-Unis, d'une certaine manière, ils décident de la politique intérieure et de la politique étrangère des États-Unis. Ce sont eux qui dirigent la politique étrangère des États-Unis. Oui, ils n'ont aucune intégrité. Ils n'ont pas de propriétaires, pas de personnes qui y travaillent. La seule chose qu'ils connaissent, c'est le résultat net et le profit. Point final. Et encore une fois, il n'y a pas un seul PDG d'une entreprise comme Lockheed ou Raytheon qui ait même une idée de ce qu'est la vraie guerre. C'est pour cela que les armes américaines sont nulles. Regardez, comme je l'ai déjà dit, elles sont nulles. Ils continuent à produire de la camelote qui date des années 1990. Et vous ne pouvez pas changer cela. Et encore une fois, écoutez, vous ne pouvez pas avoir des types qui d'abord rappelons ce qui a été fait à Boeing, d'accord? Rappelons-nous comment nous en sommes tous arrivés là. L'un des plus grands géants de l'aérospatial américain, et même mondiaux, légendaire pour ses avions commerciaux. J'adore le 747, le 408, et j'adore le 767, des avions formidables, magnifiquement conçus. Comment en est-on arrivé à tuer 385 personnes avec le 737 MAX? Vous vous souvenez de ce que disaient les employés de Boeing? Voilà. Il ne s'agit plus de produire un produit de qualité. En ce qui concerne les armes, aucun directeur des opérations de Lockheed, Raytheon ou Boeing n'a la moindre idée de ce qu'est la guerre. Ils ne savent pas, comme je l'ai déjà dit. L'Amérique est la seule superpuissance au monde à être totalement ignorante de la guerre, car elle n'en a jamais connu. Et ces clones viendront toujours ici pour dire « Oh, mais la guerre était une guerre civile. » Oui, la guerre de sécession s'appelait une guerre civile pour une raison, et c'était il y a, tu sais, plus de quoi, 160 ans? Non, plus que ça. Oui, à peu près. Donc oui, il y a des guerres civiles.
Mais il faut comparer avec la guerre civile russe de 1918 à 1922. Ce n'est même pas du même ordre. Les gens ne comprennent pas. Ils pensent que, oh mon Dieu, tu sais, l'ampleur des choses. Oh mon Dieu, Gettysburg. 3 jours, 20 000 victimes. Essai 8 heures et presque 100 000 morts à Borodino en 1812. Qu'en dis-tu? As-tu déjà vu quelque chose comme ça? Non. Ils sont tout simplement incapables de le comprendre et de réaliser qu'à tout moment, en temps de guerre réelle, votre enfant, votre femme, un proche, mère, père peut être tué par quelque chose qui tombe du ciel, ou ils peuvent être exécutés, vous savez, alignés contre un mur, et ils en ont aucune idée. La seule chose qu'ils connaissent, c'est l'Holocauste. Parce que Hollywood n'a jamais vraiment produit de bons films militaires. Les Russes adorent ça. Il faut sauver le soldat Ryan et tous ces films, vous voyez. Donc, et vous savez, c'est comme ça qu'on pourrait expliquer cela aux gens. On ne peut pas. Il faut avoir cet environnement culturel, et à terme, ce problème commence à tuer. Ce qui se produit déjà, tout ce qui a toujours fait la grandeur de l'Amérique. Vous savez, le génie technologique américain, l'esprit industriel, l'esprit d'entreprise, ce sont ces choses qui ont fait la grandeur de l'Amérique. Mais maintenant, vous avez cette bande d'abrutis de chez Raytheon et du Pentagone, et non, nous sommes grands parce que nous avons une grande armée. Non, ce n'est pas vrai. Vous n'avez pas gagné une guerre depuis 1950, vous savez? Alors, on a vu ce qui est arrivé à la marine américaine, ce que les Houthis ont obligé la marine américaine à faire. Les Houthis, bon sang, des gens qui dépendent entièrement de technologies anciennes, d'accord? Mais on n'enseigne pas ça dans ces académies. On ne le fait pas. Ils ne le font vraiment pas. Et en conséquence, vous le voyez vous-même. Et oui, ils continuent à produire cet équipement qui ne fonctionne pas. Le Patriot PAC-3 est une blague. Et je veux dire littéralement une blague. Regardez les chars Abrams, regardez toutes ces choses. Et ils disent, oh oui, nous sommes bons. Vous savez, l'US Air Force, avec quoi? En faisant voler leurs vieux avions? De bons appareils. Ne vous méprenez pas. Le F-15 était un excellent avion à une époque. Le F-16 est l'un des jouets les plus sexy jamais produits. Un bel avion, mais totalement obsolète. Qu'ont-ils? Des F-22? Eh bien, les Russes ont volé face aux F-22 en Syrie, et ils n'ont pas été très impressionnés, honnêtement. Et toute cette histoire de furtivité, évidemment, c'est du grand n'importe quoi, vendu aux passionnés. Alors, comment s'y prennent-ils? Eh bien, ils continuent à produire ces cochonneries et à les vendre aux Européens. Il faut produire cela en permanence. Mais vous savez, c'est ce qui est fondamental, comment le dire, presque la signification archétypale de l'opération militaire spéciale. Avec ce qu'Israël a fait dans le génocide à Gaza, la carte de l'Holocauste a été rejetée. Point final. Ils ne peuvent plus maintenant invoquer l'Holocauste, car ils seront tournés en ridicule ou même méprisés pour ce qu'ils font aux Palestiniens. Il s'est passé la même chose ici. Toute cette mythologie, très soigneusement construite par les médias, ou une bande d'imbéciles qui ne savent que vendre ces impressions, a été complètement réduite à néant par l'opération militaire spéciale. Et qu'avons-nous? L'OTAN est un tigre de papier. Les États-Unis ne peuvent rien faire. Ils ne savent même pas planifier correctement des opérations. Et soudain, lorsque ces réalités ont été révélées, pouvez-vous imaginer? C'est pour cela que nous avons les BRICS. C'est pour cela que l'Inde a dit aux États-Unis d'aller se faire voir. La Chine, n'en parlons même pas. Ils ne s'en soucient même plus. Alors le Brésil? Oui, parce que tout le monde a vu. Oh mon Dieu, la Russie seule s'est dressée contre l'Occident uni et a gagné. Ce n'est pas juste une sorte de chose bizarre. C'est une technologie extrêmement avancée et une science militaire extrêmement avancée et des choses comme ça. Maintenant, tout le monde dit « Oh oui, les Russes ont gagné. Oui, je te l'avais dit. Tu aurais dû me demander. Je te parle de ça depuis 2014. »
Ils n'ont tout simplement pas écouté, parce qu'ils n'ont pas de classe. La plupart de la classe politique américaine n'a aucune classe. Ce sont des gens profondément incultes. Ils n'ont jamais lu un livre sérieux de leur vie. Demandez-leur qui est Sveshen. Ils ne savent pas. Allez au département d'État et demandez-leur ce qu'ils ont lu. Tout ce qu'ils traversent dans l'éducation, c'est du lavage de cerveau, c'est de l'endoctrinement. Ce n'est pas vraiment de l'éducation. Voilà le résultat. Tout n'est que des empreintes, comme Machiavel l'avait prédit. Nous avons finalement été submergés par cette explosion d'imbéciles, de corrompus, de criminels de guerre, de toutes sortes de pédophiles. Et oui, à un certain moment, la densité de ce matériau, pour ainsi dire, surtout au sommet, est devenue si énorme que maintenant le système est tout simplement ingérable. Et nous en voyons les résultats. Andrea, vous avez mentionné l'Inde. Nous savons que l'administration Trump a imposé des droits de douane de 50% à l'Inde. Comme vous l'avez dit, il semble non seulement ignorer ce qui se passe, mais aussi envisager ces droits de douane. Nous savons que les exportations de pétrole russe vers l'Inde devraient augmenter de 10 à 20% en septembre. Oui, on ne peut pas expliquer à Trump, dont la vie est construite autour de slogans, de tromperies dans l'immobilier et du spectacle, ce qu'est la fierté nationale. Il ne comprend pas. Vous voyez, agiter le drapeau américain, le serrer dans ses bras et dire « nous sommes les meilleurs » n'a rien à voir avec la fierté nationale. C'est en réalité une manifestation d'un complexe d'infériorité qui existe bel et bien. Donc, vous avez ce type qui n'est rien d'autre qu'un homme de spectacle et un escroc de l'immobilier new-yorkais, qui va dans une civilisation vieille de plusieurs milliers d'années et leur dit ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas faire. C'est comme, mec, oui, l'Inde a beaucoup de problèmes, d'accord? Nous savons quels sont ces problèmes. Mais leurs élites ne sont pas stupides. En fait, si vous regardez leurs élites brahmanes, elles sont vraiment compétentes. Elles sont bien éduquées. Et si quelqu'un pense que la plupart des Indiens iraient vendre leur pays, non, j'ai un pont à leur vendre. Et M. Modi, c'est un nationaliste. Donc, dire cela à un gars d'un pays de 1,5 milliard d'habitants, avec une économie en croissance, bien sûr, ils ont encore beaucoup de chemin à parcourir avant de devenir une véritable superpuissance. Mais il faut être complètement idiot pour faire ça. On ne fait tout simplement pas ça. Et donc c'est pareil. Mais encore une fois, la notion de classe n'existe pas dans la politique américaine. À Washington, D.C., ils ne savent même pas ce que c'est. Personne, dans l'ensemble, de Langley jusqu'aux autres, ce sont tous des gens qui ont été complètement endoctrinés. Une nouvelle génération. Et puis il y a Trump. Oui, ce type ne comprend pas ce à quoi il a affaire. Que puis-je dire? C'est comme ça qu'il est. Et par conséquent, l'Inde a dit aux États-Unis d'aller se faire voir. Et bien sûr, maintenant, nous avons l'ATS qui arrive à Pékin le 3 septembre. Et d'ailleurs, les Russes ont une présence totalement légitime là-bas, parce que, évidemment, c'est l'armée rouge qui a démoli l'armée du Kwantung. Donc la question, c'est que ce sera les BRICS en parade, d'accord? Et cela fait passer les États-Unis pour un pays arriéré, d'accord? Oubliez l'Europe. Plus personne ne parle sérieusement de l'Europe aujourd'hui. Oui, Monsieur Trump, bien sûr. Pourquoi ne pas organiser un autre défilé militaire à Washington, D.C., comme s'il n'avait pas déjà assez humilié l'armée américaine, tu vois? Et c'est ce qui se passe. C'est un monde complètement nouveau. Ce n'est pas une question de genre. Oui, et il n'y a rien de plus pathétique et dégoûtant, répugnant, tu sais, que les ordures humaines que sont les médias américains. Ce sont juste, enfin, des criminels, je veux dire, les médias de l'establishment, évidemment. Et oui, ils vont manipuler tout ce qu'ils peuvent, mais leur génération boomer, la génération la plus vile, la plus dégénérée des Américains, les baby boomers, doit quitter la scène très bientôt.
et il y a une nouvelle génération de personnes qui arrivent. Et surtout, eh bien oui, les humains, c'est encore autre chose. Mais les millennials, toutes ces personnes qui ont été privées des avantages du développement de l'Amérique après la Seconde Guerre mondiale, regardent aujourd'hui un pays où la criminalité augmente, où règne la détresse économique et le sans-abrisme. Je veux dire, les frontières sont complètement ouvertes, peu importe ce que Trump essaie de faire à ce sujet. Et encore une fois, il parle surtout. Il y a très peu de résultats concrets. Les États-Unis seront un pays différent dans 10 ans. Et qui sait quel genre d'homme politique et de nouvelle génération arrivera à la législature, au Congrès. Peut-être que beaucoup d'entre eux seront déjà libérés de la corruption de l'AIPAC, et beaucoup sont en réalité très anti-israéliens. Donc, nous verrons bien, il est difficile de prévoir maintenant, mais l'Amérique est un pays assez complexe. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais l'Europe, c'est fini. C'est terminé. C'est bel et bien terminé. André, voici ce qu'a déclaré Peter Navarro, le conseiller commercial de la Maison-Blanche, à propos de l'Inde. Des discussions avec l'Inde sont en cours en ce moment. Y a-t-il un potentiel pour qu'un accord modifie ce chiffre? Écoutez, c'est très simple. L'Inde pourrait obtenir une réduction de 25% dès demain si elle arrêtait d'acheter du pétrole russe et de contribuer à alimenter la machine de guerre. Est-ce qu'ils envoient ce signal? Non. Et voilà, c'est ça le problème. Je suis perplexe, d'accord? Parce que Modi est un grand dirigeant. Ce sont des gens, c'est une démocratie mature, avec des personnes intelligentes à sa tête. Et ils nous regardent droit dans les yeux au sujet des droits de douane et disent « Nous n'avons pas les droits de douane les plus élevés au monde », alors qu'en réalité, c'est le cas. Il n'y a aucun doute là-dessus si on regarde les chiffres. Et ensuite, ils disent « Oh, nous n'allons pas arrêter d'acheter du pétrole russe ». Qu'est-ce que ça signifie? On en a déjà parlé, mais cela vaut la peine d'en reparler à vos téléspectateurs. L'Inde achète du pétrole russe à prix réduit, puis les raffineurs indiens, en partenariat avec des raffineurs russes installés en Inde, traitent ce pétrole et le revendent à prix fort au reste du monde. La Russie utilise l'argent ainsi obtenu pour financer sa machine de guerre et tuer davantage d'Ukrainiens. Et ensuite, bien sûr, l'Ukraine vient nous voir, nous et l'Europe, pour demander « Donnez-nous encore de l'argent ». Donc, tout le monde en Amérique est perdant à cause de ce que fait l'Inde. Les consommateurs, les entreprises et les travailleurs perdent tous parce que les droits de douane élevés de l'Inde nous coûtent des emplois, des usines, des revenus et des salaires plus élevés. Et puis les contribuables perdent aussi parce que nous devons financer la guerre de Modi. D'accord? La route vers la paix passe au moins en partie par New Delhi. Vous voulez dire la guerre de Modi? Je veux dire la guerre de Modi. D'accord, laissez-moi vous demander ceci, parce que la route vers la paix passe en partie par New Delhi. C'est l'œuvre de Modi. C'est une ignorance incroyable. Ce type est un idiot complet. Encore une fois, il faut comprendre que chaque produit de Harvard est, comme je l'ai déjà dit, extrêmement inculte. Formaté, un crétin, en somme. La plupart, pas tous. Ne vous y trompez pas. Mais Navarro est un idiot complet. Il ne comprend rien à la guerre. Il ne comprend rien à une véritable économie. Il ne comprend manifestement rien à la Russie. Absolument rien. Parce que les États-Unis n'ont pas d'experts sur la Russie. Non, ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas à la CIA. Ils n'en ont pas à la NSA. Ils n'en ont pas au Conseil de sécurité nationale. Ils en ont nulle part. Ce qu'ils ont, c'est une bande de soi-disant experts de l'élite. Lipschitz, comme on les appelle en Russie. Vous savez quoi? Les gens qui règlent leurs comptes avec la Russie disent à des idiots comme Navarro ce qu'ils veulent entendre. Et ils vivent dans leur univers parallèle, sans comprendre, par exemple, qu'en réalité, le pétrole et le gaz ne représentent que 17% du budget russe.
Mais encore une fois, on ne peut pas expliquer à un idiot de Wall Street ou à quelqu'un qui n'a jamais dirigé quoi que ce soit, de plus qu'un 7-Eleven, comment tout cela fonctionne. Ils ne savent pas. Monsieur Michael Hudson l'a brillamment expliqué, et il a écrit tant de livres remarquables. Ce qu'on enseigne là-bas comme économie n'a rien à voir avec l'économie réelle. C'est une sorte de mélange confus. D'abord, l'économie n'est pas une science. Beaucoup de gens ne comprennent pas que le prix Nobel d'économie n'est en réalité pas un prix Nobel. Il n'a rien à voir avec le comité Nobel. Ils ont inventé cette absurdité pour donner plus de récompenses à ces types de l'école de Chicago, ou peu importe. En réalité, c'est un prix nommé d'après Alfred Nobel, qui n'est même pas décerné par le comité Nobel. Mais ils vendent ce baratin à des ignorants qui disent « Oh, c'est le prix Nobel d'économie ». Non, ce n'est pas le cas. Il n'existe pas de prix Nobel d'économie. Mais le problème, c'est que vous avez ces crétins qui écrivent des théories abstraites, toutes blanches. Ils ne comprennent pas comment fonctionne réellement l'économie. Et surtout, ils ne comprennent pas ce qu'est la guerre. Et la guerre est le père de tout, comme on dit, ce qui est vrai. Ils ne comprennent pas. Et encore une fois, Navarro a pris n'importe qui du département d'État, des incompétences en culture, voilà ce qu'ils sont. Les Russes se moquent de la diplomatie américaine. Les États-Unis n'ont pas de diplomate au sens classique du terme. Cette diplomatie en tant que métier est complètement morte, un instant. Donc, dans ce cas précis, que puis-je dire? C'est bien, c'est mauvais. C'est vraiment mauvais. Et quand une nation perd son expertise et son expérience, et encore une fois, l'enseignement des sciences humaines aux États-Unis est une plaisanterie. D'accord, ils ont leur diplôme bidon en rien du tout, et ils ne savent pas quoi faire. Et ils considèrent certaines personnes, pour une raison quelconque, ils considèrent que, oh oui, Navarro sort et explique, machine de guerre. Il ne pourra pas expliquer ce qu'est une machine de guerre. Je sais ce qu'est une machine de guerre. J'en suis le produit. Mais lui, il ne comprendrait pas. Il n'a aucun outil, parce que ce qu'on lui a appris, ses expériences, sont sans rapport avec la vraie vie. Les expériences de ces gens-là se limitent principalement aux clubs de golf et de yacht de la côte Est, probablement aussi de la côte Ouest. C'est tout. Peut-être un bon scotch, et c'est à peu près tout. C'est la seule chose qu'ils ont. Et par conséquent, que puis-je dire? C'est mauvais. C'est mauvais. Et nous allons probablement vers une idiocratie totale. Un film merveilleux. Qui aurait jamais pensé que ce serait un documentaire? Et donc, nous avons littéralement des idiots à tous les postes de pouvoir et d'influence. André, ce qui est tellement drôle avec le concept de ces gens, c'est qu'ils veulent que l'Inde sacrifie sa sécurité et son économie au nom d'une guerre par procuration en Ukraine, qui n'a rien à voir avec l'Inde. Ces personnes n'ont pas la notion d'honneur, d'intégrité ou de loyauté nationale. Elles ne l'ont pas. Pratiquement un quart, non, pas un quart, je veux dire 15% de la population des États-Unis, environ 57 millions, ils disent, vous savez, les chrétiens sionistes, ils n'ont pas de loyauté envers les États-Unis. Leur loyauté va à Israël et à tout ce qui leur vient à l'esprit de la Bible concernant l'enfer ou le paradis. Donc, ils acceptent, par exemple, le génocide des Palestiniens. Non seulement ils l'acceptent, mais ils l'applaudissent. Voilà ce qui se passe ici. Et nous en parlons encore une fois. Voulez-vous demander à M. Navarro ce qu'est l'intégrité? Il n'en a aucune notion. Ils n'ont pas ce concept. Ils vivent dans un univers moral, scientifique, industriel, peu importe, alternatif, qui n'est que de la pensée magique. J'appelle cela une chambre d'écho. Ils renforcent continuellement leurs illusions. Et c'est pourquoi, par exemple, je l'ai déjà dit, je n'exagère pas. Ce n'est pas de l'hyperbole. Ce n'est pas une figure de style. Faites entrer Kellogg, Kim, Petraeus ou Donoghue dans le briefing matinal, par exemple.
d'une brigade interarmes russe, où l'état-major se réunit, et ils seront ridiculisés. Ils seront expulsés comme des personnes absolument incompétentes professionnellement, pour même discuter des questions qui s'y rapportent. Ils n'ont pas de formation en mathématiques. Ils n'ont pas de formation en ingénierie. Et croyez-moi, je connais des personnes qui commandent bien plus que des brigades. Et je sais qui elles sont. Je sais quel type d'éducation et de formation elles ont reçu. C'est donc tellement éloigné de l'expérience américaine que je ne saurais trop insister là-dessus. Et en conséquence, ils en souffrent. Ils inventent toutes sortes de bêtises désespérées. Et parler à l'Inde de cette façon, franchement, va t'instruire. Prends des cours de culture. Pas des cours bidons de sensibilité culturelle. Non, 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 non. Va étudier l'histoire de l'Inde. Va étudier d'ailleurs leur histoire militaire. Ce sont en réalité des nations assez belliqueuses, tu sais, les Indiens. Et vous savez, ils ont eu leurs guerres. Certaines, ils les ont perdues. D'autres, ils ont littéralement anéanti les forces pakistanaises quand il le fallait. Alors oui, pourquoi ne va-t-il pas lire à ce sujet? Il ne le fera pas. Il a des conseillers qui sont des crétins de 25, 26 ans, sortis de Harvard et d'autres usines à diplôme de l'Ivy League, qui ne connaissent, pardonnez-moi, strictement rien à rien. Et c'est ainsi que la politique étrangère américaine se forme. Et comme je l'ai déjà dit, une ignorance massive, généralisée. Voilà la définition de la gouvernance américaine à cette époque, en 2025. C'est aussi simple que ça. Le pays a complètement dégénéré depuis lors. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais les deux derniers hommes d'État ayant eu, pour la plupart, une excellente équipe, surtout en politique étrangère, et en particulier les diplomates dirigés par James Baker, étaient, bien sûr, Bush père. D'accord, c'était lui qui. Et encore une fois, quand on regarde ces personnes, quel était leur point commun? Oh, je peux vous le dire. Ils ont tous traversé la Seconde Guerre mondiale, soit en tant qu'adultes, soit en tant que jeunes hommes. Et même s'ils n'ont pas combattu, bien que certains l'aient fait comme Bush père, ils étaient des vétérans. Ils comprenaient le prix et le coût de la paix. Bien sûr, ils agissaient dans l'intérêt des États-Unis, et bien sûr, ils agissaient dans l'intérêt du complexe militaro-industriel, mais c'étaient des personnes compétentes. James Baker est l'un des meilleurs diplomates que les États-Unis aient jamais eu, avec évidemment le très estimé Jack Matlock, le meilleur ambassadeur. Joseph Bayard, cependant, était l'autre. Après cela, plus rien. Une terre stérile d'imbéciles. Regardez Michael McFaul. Ce type est un crétin certifié, en réalité. Et il enseigne à Stanford, où, pour une raison quelconque, ils n'enseignent pas, ils endoctrinent, ils ne savent rien. McFaul n'en sait absolument rien. Et il a déjà été la risée des Russes lorsqu'il était ambassadeur. Voilà le niveau. Totalement idéologique. Totalement idéologique. Aucune compétence, aucune expertise en rien, y compris en matière de guerre. Et encore une fois, écoutez, je l'ai déjà dit, il y a environ 6 mois, j'ai dit, vous savez quoi, j'abandonne ma prétention à la solidarité corporative avec l'armée américaine. Bien sûr, j'étais l'armée des États-Unis, et surtout la marine. Ils ont une histoire qui mérite le respect et tout ça. Mais ce qu'ils ont aujourd'hui, c'est tout simplement pathétique. L'éducation militaire aux États-Unis, sans parler de l'Europe, est une plaisanterie. C'est une blague. Ils ne forment pas de vrais professionnels. Ils forment ces généralistes qui, vous savez, apprennent 2 ou 3 choses sur ce qu'il faut faire sur le terrain ou en mer. Et pour une raison quelconque, ils croient qu'ils sont si compétents. Ils ne le sont pas. Et pour vous donner un exemple, je répète encore cet exemple, qui sont les officiers de la défense aérienne dans les forces armées américaines. Ils n'ont pas d'officiers professionnels de la défense aérienne dans les forces américaines, parce qu'ils n'ont pas d'académie de service qui les forme.
J'aime cela en Russie, par exemple. Vous allez à l'Académie de commandement militaire de la défense aérienne de Yaroslavl. Ils obtiennent un diplôme de 3e cycle en ingénierie militaire, et ils obtiennent un diplôme en sciences militaires. 5 ans, 6 jours par semaine. Et devinez quoi? En dehors de toutes ces matières militaires générales, tout tourne autour des complexes de défense aérienne. Comment les concevoir? Comment les faire fonctionner? Les mathématiques, la tactique et les opérations. Alors, qu'en pensez-vous? Savez-vous qui est l'un d'entre eux? Quelqu'un de très célèbre dans le monde entier. Monsieur Konashenkov, le lieutenant-général Konashenkov. Qui est-il? Eh bien, il a en fait un master, et maintenant il a même un doctorat. Mais c'est un officier de la défense aérienne. Il est le porte-parole du ministère russe de la Défense. C'est lui qui fait les points de presse quotidiens. Et pouvez-vous l'imaginer en train de parler à un type qui dit « Oh, vous savez quoi? Patriot 3, oui, évaporé S500. » Et cela ne fait même pas réagir, quelque chose d'aussi simple. Merci beaucoup, Andrei, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Un grand plaisir, comme toujours. Avec plaisir, avec plaisir. Très bien, à bientôt. Au revoir.